Encore une fois, nous avons la chance ici d'avoir avec nous le professeur Ansoumane Doré pour nous parler de l'actualité de la Guinée. Actuellement, avec la transition et les élections qui approchent, je crois qu'il y a une effervescence et nous aimerions avoir son analyse, en tout cas ses analyses sur les différents points qu'on va aborder chaque semaine ici sur la radio Topo Gérard. Alors, en ce moment-là, la première question qui nous arrive, c'est de savoir messieurs, au professeur Ansoumane Doré, comment trouvez-vous les installations des rouages de cette transition en Guinée? Merci. C'est tout à fait opportun, de parler de cette question qui intéresse tous les Guinéens actuellement. C'est une période très très importante parce que nous n'avons pas eu dans le passé de période comparable. L'installation de la transition, je ne fais que rappeler, chacun le sait, qu'on a parfois parlé du quartet. Ce quartet comprenant donc la présidence intérimaire assurée par le général Sekouba Konaté, la CENI, assurée par Sékou Sylla, le CNT assuré par Rabiatou Diallo, et puis enfin le gouvernement assuré par Jean-Marie Doré comme Premier ministre. Voilà, chacun connaît donc ces rouages et comment ces rouages fonctionnent. Comment cela fonctionne, je pense qu'il est bon aussi de le rappeler, chacun le sait, même si cela ne paraît pas toujours très clair. La présidence intérimaire, je pense qu'il y a eu des critiques injustes en direction du général Sekouba Konaté. Injustes pourquoi? Parce que nous étions dans l'obscurité, le brouillard total, et voilà que nous en sortons petit à petit. Et j'avais une fois dit que quand on sort de périodes de ce type, eh bien, très très souvent, on ne sort pas de façon très très claire. Le départ n'est pas très très clair. C'est par la suite que les hommes arrivent à mettre sur rail ce qui a été décidé. Et quand je dis ce qui a été décidé, c'est ces accords de Ouagadougou qui ont été tant critiqués. Mais il fallait d'une manière ou d'une autre tenter de sortir. Bien. Or, Sekouba essaie donc de faire ce qu'il peut. C'est pas facile. Il sort, lui, comme tous les Guinéens, de période, comme je l'ai dit, extrêmement trouble, extrêmement sombre. Et les reproches qui lui sont adressés en disant qu'il voyage beaucoup, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Guinée était dans une situation, et d'ailleurs est toujours dans une situation d'isolement. L'isolement pour un pays, ça doit être extrêmement dur. Je vis moi à l'extérieur, mais je me représente que c'est extrêmement dur. Nous l'avons dit d'ailleurs au début, en disant que si le CNDD s'éternisait au pouvoir en l'isolant, eh bien, ses dirigeants se rendraient compte qu'il est impossible de vivre isolé. On ne peut plus vivre en ce 21e siècle en autarcie. Cela n'est pas possible pour quelque pays que ce soit, même les grands pays. Par conséquent, ces voyages sont nécessaires. Est-ce qu'il en fait trop? Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais il est aux commandes, où ils sont, le quartet qui sont aux commandes, il voit bien les nécessités qui s'imposent au pays. Peut-être que ces nécessités le poussent à voyager pour débloquer un peu le glacis qui entoure la Guinée. Mais effectivement, quand aussi les Guinéens critiquent, je comprends bien. La Guinée est dans une situation économique et financière extrêmement difficile, pour ne pas dire plus. Et donc sortir comme cela tout le temps, on se demande comment tous ces voyages sont financés. Voilà le problème. Mais je pense quand même que pour un militaire, il a compris, et il faut qu'on en prenne acte. Il ne faut pas s'installer toujours dans la critique, mais ceci dit, attention, quand ça ne va pas, il est bon aussi que certains analystes le disent. Ça, c'est leur rôle. S'ils ne le font pas, eh bien, cela peut revêtir, ça peut être regrettable pour tout le monde.
Donc, mais je pense que le fait qu'il laisse le gouvernement civil, comme il l'a dit d'ailleurs, jouer son rôle, eh bien ça c'est quand même déjà un pas. Voilà pour ce qui est du gouvernement, plutôt de la présidence intérimaire. Il joue en quelque sorte le commis voyageur de la République de Guinée. Naturellement, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que ce voyage soit payé de retour, c'est-à-dire que ce ne soit pas le simple voyage touristique. Bien, voilà ce qui est de la présidence intérimaire. Pour ce qui concerne Sékou Sylla, qui donc dirige la CENI, eh bien, c'est-à-dire donc cette commission électorale nationale indépendante, là aussi, c'est parce qu'au départ, il y a eu un tollé général quand on avait parlé que les Guinéens de l'extérieur n'auraient pas voix au chapitre. Mais il y a eu là-dessus, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'en Guinée, il y a des changements de mentalité de partout. On est revenu là-dessus, et c'est vrai que des recensements se font un peu partout. Et ceux qui veulent dans ce cas-là se recenser, bon, qu'ils le fassent à ce moment-là, mais ils ne vont pas aller dire après qu'on les a empêchés de s'inscrire. Ça, quel va être l'aboutissement, quels vont être les résultats de ces recensements, bien malin est celui qui peut le dire. Aujourd'hui, attendons de voir là aussi, évidemment, attendons. Nous n'avons plus beaucoup de temps, l'espace-temps se rétrécit, puisque la date fixée est le 27 juin prochain. Par conséquent, il faut aller vite. Et je dirais à ce sujet-là que même, je vais aller même plus loin en disant que même si on n'arrivait pas à obtenir un recensement exhaustif des Guinéens de l'extérieur, c'est-à-dire un recensement complet, eh bien ça sera toujours ça. Je pense que c'est déjà un pas par rapport à ce que nous avons vécu jusqu'ici. C'est ce qu'il faut que les gens se disent, que c'est un pas de plus et un pas positif. Donc, souhaitons que ces actions de recensement aboutissent heureusement. Évidemment, les questions sont vastes. Vous voyez que je ne fais que survoler. Oui. J'en arrive au Conseil national de transition, suivi donc par Mme Rabiatou Serra Diallo. Ben, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. Et ça, c'est un organisme central. Tout Guinéen qui analyse, qui réfléchit, s'est rendu compte que c'est quand même l'organisme central de la période transitoire. Et cet organisme aurait dû quand même, bien de mes compatriotes l'ont dit avant moi, aurait dû s'occuper de problèmes comme les toilettages. Enfin, on a donné tout un tas de termes, toilettage de la loi fondamentale, autrement dit de la Constitution, parce que la Constitution, nous cherchons à être en Guinée dans le cadre d'une constitution réelle, viable, une vraie constitution, pas des écrits qui opposent dans des tiroirs d'armoires, non, une constitution. Donc on aurait pu penser à cela, parce qu'au fond, nous parlons tous de démocratie, mais la démocratie est inscrite dans ce texte fondamental qu'est la Constitution, ou autrement dit, qu'est la loi fondamentale. Et donc, je pense que le travail aurait pu, de ce CNT, aurait pu s'appesantir sur ces questions. Et d'ailleurs, je dois le dire pour le casse-tête, depuis donc la présidence intérimaire, la CENI, le CNT, le gouvernement. D'ailleurs, comme c'est une période transitoire, je pense qu'on aurait dû mettre l'accent là-dessus, que le travail de l'ensemble des membres des différents organismes de cette période, c'était un travail de type conjoncturel et non pas de type structurel. Or, ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on voit ici ou là la tentative de prendre des actions qui sont de longue durée. Ça, c'est pas le travail d'un gouvernement ou d'un conseil transitoire.
travail qui va venir une fois que les élections seront faites. Je pense que c'est ce qui est un peu inquiétant de constater que des gens qui ont été élus et qui acceptent bien le terme de transition se mettent à travailler pour la longue durée. Non qu'ils fassent des documents par des experts, des documents indicatifs, pour dire, bon, ceux qui vont nous suivre, voilà, on laisse encore, est-ce qu'ils ont le temps d'ailleurs d'approfondir toutes ces questions? Les questions essentielles, je dis, devaient être des questions conjoncturelles qui dessinent donc le structurel à venir. Or, c'est pas ce qui a été fait. D'ailleurs, on a été, presque tous les Guinéens ont été surpris de la lourdeur des machines. Mais on a aussi expliqué, j'ai moi expliqué aussi, disant que si cette lourdeur a été faite, que ce soit au gouvernement, que ce soit au CNT, où il y a plus de 150 personnes, eh bien que c'est tout simplement parce que la tension sociale, les tensions sociales étaient devenues telles que finalement on a voulu contenter tout le monde, on a voulu faire participer tout le monde. L'avantage, c'est vrai, c'était la recherche là, l'avantage immédiat, c'était une certaine recherche de paix sociale. Et c'est vrai que si on n'entend pas beaucoup, depuis que ces rouages ont été mis en place, si on n'entend pas beaucoup de remous, c'est qu'effectivement, bon, tout le monde s'y trouve. Mais le revers de la médaille de ça, c'est que on se demande bien si le travail de fond qui se fait est un travail consistant ou si c'est un travail de façade. Voilà, il y a quand même toutes ces situations. Et puis d'ailleurs, le problème moi ce que je retiens de la lourdeur des machines en place, je me dis, bon, mais ils ont donné une image pour ceux qui vont être élus, comme quoi il faudrait absolument, quel que soit l'élu, qu'il pense à un type de gouvernement d'union nationale et non pas un gouvernement de son parti, c'est-à-dire des membres de son parti. Ça sera intenable. Et par conséquent, il faudrait que les dirigeants politiques retiennent cet aspect-là. Mais aussi, bien sûr, ils ne peuvent pas recruter tout le monde à des postes de ministres, à des postes de directeurs de cabinet, etc. Non, ça, ils ne le pourront pas. Mais s'ils labourent sérieusement le champ, ils pourraient, chez d'autres candidats, repérer des candidats valables et demander donc aux partis non vainqueurs à ce moment-là de faire participer, dans ces conditions-là, de faire participer ces compétences-là au gouvernement d'union nationale. Gouvernement d'ailleurs, il faut le dire, qui devrait, pour l'état actuel de l'économie et des finances de la Guinée, être très réaliste, c'est-à-dire pas des cargaisons de candidats à tel ou tel poste. Il faudrait qu'on en vienne là. La Guinée, l'État guinéen, le budget guinéen n'est pas une vache à traire pour tout le monde. Il faut aussi que les Guinéens pensent à autre chose, qu'ils pensent à autre secteur de travail productif pour la nation que toujours la politique. Ce n'est pas toujours gratifiant d'être ministre. En dehors, quelquefois, de la gloriole personnelle qui consiste à dire « je suis ministre de ceci », on peut s'épanouir en étant médecin, en étant ingénieur, en étant contremaître, en étant professeur, en étant... je pourrais faire la gamme complète des métiers ici. Si chaque Guinéen faisait convenablement ce pour lequel il a été formé, ce pour lequel il a une compétence réelle, je pense que la Guinée peut prendre un nouveau tournant. Bon, alors, donc, ça, j'adressais cette remarque à l'ensemble du casse-tête des 4 groupes du rouage. Et donc, le CNT est très très lourd et j'avoue que même si j'apprécie ce calme apparent actuel, je doute de l'efficacité de son travail, l'efficacité qui peut être sortie de son travail pour des élections à venir. Bon, même si le gouvernement. Oui, mais parlons un peu de justement CNT là. J'ai lu récemment qu'il y a comment on appelle ça, une constitution qui est proposée. Donc vous pensez que
cette constitution, en tout cas jusqu'aux élections, mais après les élections, ils sont en train de poser peut-être des actes pour le long terme. Est-ce que serait mieux de parler seulement organisation ou constitution pour les élections et après proposer une constitution réelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est ce que je disais, que le rôle de l'ensemble de ces rouages de la transition, c'était de mettre sur rail le pays. C'est comme d'ailleurs l'image, je vais donner une image grossière. C'est comme si vous avez une voiture qui ne marche pas. Vous allez porter cette voiture chez un garagiste pour qu'il fasse en sorte que la voiture soit en marche. Mais vous ne demandez pas au garagiste de faire la vadrouille à travers le pays avec la voiture. Ce sont les propriétaires de la voiture ou ceux qui ont la garde de la voiture qui vont faire ça. Mais ce n'est pas le rôle du garagiste. Le garagiste a une action ponctuelle. Mais cette action ponctuelle va permettre que la machine roule correctement par la suite. Donc, Paul, la constitution dont tu parles aussi, cela aboutit. Oui, effectivement, ça c'est le travail du CNT. Ça c'est le travail du CNT. Il faut que les gouvernements qui vont venir après les élections, ou le président qui va être élu et son gouvernement, il faut qu'ils trouvent en place des textes précis. D'ailleurs, là aussi, on est toujours obligé de revenir en arrière. Moi, j'ai relu récemment la première constitution guinéenne. Eh bien, toutes ces constitutions-là, la première, la deuxième, etc., c'est des constitutions qui ont été très très bien conçues. Tout y est dit. Le problème essentiel, c'est en Guinée, chez nous, ça a été tout le temps qu'on a fait comme tout le monde ailleurs pour meubler, pour faire, vous voyez, nous avons une constitution, nous avons des lois organiques, nous avons toute la gamme possible des lois, mais on ne les applique pas. Et c'est pour ça que je disais que je disais dans un texte que trois choses ont manqué en Guinée, juste ici, c'était l'esprit de loi. Nous n'avons pas, quand je dis nous n'avons pas, je parle des gouvernants, mais comme c'est des Guinéens, c'est nous, l'esprit de loi, cela a toujours manqué. C'est-à-dire l'esprit de loi, avec L majuscule, je ne dis pas l'esprit des lois, je dis l'esprit de loi, eh bien, ça n'existe pas. On fait des textes et puis on s'en fiche après. Ces textes, on les piétine. C'est des chiffons de papier. Voilà. Il faudrait faire en sorte qu'on sorte de cette considération-là. Je me rappelle toujours quand j'étais étudiant, il y avait au fronton de ma faculté écrit, et je vais faire exprès de citer de mémoire ce qui était écrit. C'était écrit legibus atque ratione civitas sustinetur. Eh bien, ceux qui ont fait le latin voient à peu près. Ça veut dire tout simplement que la cité, c'est-à-dire l'État, est soutenu, l'État est supporté par les lois et la raison. C'est ce qui a fait les États civilisés. Autrement, les États ne seraient que des jungles pour les hommes. Bon, donc il faut que chez nous aussi, en Guinée comme ailleurs en Afrique, qu'on ait l'esprit de loi, qu'on respecte la loi, qui que ce soit, dise que la loi est là. Il y a quelque chose qui s'appelle la loi. Bon, j'ai dit premièrement que l'esprit de loi manquait. Et puis, j'ai dit ensuite que les lois n'étaient pas appliquées. Les lois, donc, alors la gamme variée des lois, et je disais tout à l'heure que nous en avions une, si on voit toute la gamme, tout l'arsenal de lois qui ont été faites en Guinée, des lois qui ont été faites en Guinée, eh bien, il y en a beaucoup. Ça couvre presque tous les domaines, mais elles ne sont pas appliquées. Tout le monde les piétine continuellement. Et enfin, je disais que ce qui nous avait manqué aussi pour un pays en formation, parce que la plupart des pays neufs d'Afrique, par rapport à de vieux pays, ce sont des pays neufs, eh bien, ce qui a manqué aussi souvent, c'est de vrais gouvernements d'union. Les sectarismes ont fait quelquefois que ceux qui réussissaient à avoir les élections voulaient récompenser leurs copains et donc mettaient les autres à l'écart, tous les autres à l'écart. Et d'ailleurs, il y en a qui ont donné des justifications à ce fait en disant, oui, nous ne voulons pas partager
partager la responsabilité. Nous voulons qu'on dise que c'est nous qui étions au pouvoir. Si on échoue, que cela soit notre responsabilité. Si on réussit, que ce soit. Mais non, dans un pays neuf, tout le monde, personne n'a la patience. Si vous mettez tous ceux qui n'ont pas été élus aux législatives ou à la présidence, vous les mettez de côté, eh bien, leur impatience va faire que ces gens-là vont piétiner les lois et ces gens-là n'auront pas confiance aux institutions puisqu'ils vont être continuellement en train de se dire que ceux qui sont au pouvoir sont en train de préparer l'avenir pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut absolument, le troisième point que j'indiquais, c'est donc le gouvernement d'union nationale. Bien, je reviens donc, voilà, les rouages donc sont là et j'en étais au gouvernement. Le gouvernement qui a été mis en place, là aussi je ne reviens pas sur les critiques qu'on a adressées, c'est-à-dire là aussi la lourdeur pour un gouvernement de transition. Moi je me disais à un moment donné qu'une quinzaine, au plus une vingtaine de personnes efficaces suffisaient pour faire cette période transitoire. Mais je dis encore une fois à propos de ce gouvernement que on a l'impression quelquefois que les gens, ceux qui sont aux commandes, n'y croient même pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils entreprennent des activités ou des actions, des schémas, qui sont des schémas de longue durée. Mais ils ne peuvent pas, eux, et à quel titre ils peuvent prendre des décisions pour les gouvernements qui vont venir. Ils ne peuvent pas le faire. Mais je dis que s'ils ont des possibilités de réaliser par des experts des textes à tenir à la disposition après, si encore ils l'ont, parce que la période était très très courte, pour l'avenir, oui, d'accord. Mais quand je vois, on a dénoncé récemment un accord que Jean-Marie Doré, en tant que Premier ministre, avait entrepris avec Hyperdynamique, eh bien, je dis que non, c'était pas effectivement le rôle d'un Premier ministre de gouvernement transitoire de passer ce genre de contrat. Parce que il n'y a qu'à dire à ce moment-là aux partenaires, aux futurs partenaires, de patienter un peu, et un gouvernement durable va être mis en place. Bon, donc là, c'était par contre, il a aussi pris, toujours je parle du Premier ministre du gouvernement Jean-Marie Doré, il a pris aussi d'autres décisions qui me paraissaient bonnes. Par exemple, cette tentative de nettoyer toutes les impérities de l'État et toutes les gabegies, par exemple l'utilisation du matériel des biens collectifs, donc des biens publics par des fonctionnaires. Il a annoncé tout ça, mais ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il donne la voix quand même, il donne la voix, ça c'est salutaire. C'est pas des actions de longue durée ça, mais on pourra dire, oui, pendant la transition, le Premier ministre a quand même dit que quand on a des voitures de service et qu'on quitte ce service, on doit rendre ces voitures qui appartiennent à l'État. Je pense que ça, même si ça peut paraître minime, mais la somme de ces actions minimes, c'est une bonne chose. Et puis je crois je ne vais pas énumérer tout, et il y a eu d'autres gestes comme ça qui étaient de bonnes choses. Mais je suis d'accord avec les forces vives qui ont semblé s'émouvoir des accords qui ont été faits avec, je crois que c'est Hyperdynamique, des accords qui ont été pris. Alors non, je trouve que là, c'était pas le rôle d'un gouvernement transitoire. Bon, mais voilà. Mais ceci dit, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que les critiques, souvent, certains ont tendance à s'installer dans la critique, tout simplement en disant oui, ça ne semble pas très clair. Et c'est vrai qu'il y a des aspects, il y a de quoi aussi ne pas. Il faut tirer la sonnette d'alarme en disant ce qui se passe là, eh bien ça n'annonce rien de bon. Je pense que les Guinéens doivent avoir le devoir de faire cela. Bon, alors voilà les rouages qui sont en place. Souhaitons que ces rouages, donc, que ce soit depuis la présidence intérimaire jusque, bon d'ailleurs pour la CENI, c'est vite fait, CNT et puis le gouvernement, que ces gens aient en conscience qu'ils ne sont là que pour jusqu'aux élections du président de la République. Voilà. Voilà. Moi, Donc,
Voilà, je pense que c'est ça. Ça, ce n'est que des redites, mais il faut les redire toujours. Je pense que ces choses-là, il faut toujours les répéter et le dire pour que chacun soit très très précis là-dessus, pour que chacun se mette dans la tête. D'ailleurs, Sékou Konaté a quand même dit qu'aucun membre de la période transitoire ne serait candidat. Bon, mais maintenant individuellement, qu'ils ne l'annoncent pas, mais ils auraient dû le faire d'ailleurs eux-mêmes, surtout les têtes, auraient dû le dire clairement aussi. Mais s'ils ne le font pas, puisque celui qui est président, le président intérimaire l'a dit, je pense qu'il s'est prononcé pour tout le monde. C'est pour ça que je disais que critiquer toutes ces actions-là, alors que nous sortons d'une période extrêmement confuse, d'une période de nihilisme absolu, eh bien, je dis que là, les critiques ne me paraissent pas toujours bien fondées et qu'il faut critiquer quand il faut critiquer. C'est facile, la critique est facile. Mais elle est facile. Voilà, et apprécier quand il le faut, quoi. Voilà. Et on souhaiterait donc qu'on continue à être vigilant, qu'on critique ce qui ne va pas, mais qu'on va à l'essentiel. Voilà ce premier point de la situation actuelle. D'accord. Alors passons au deuxième point, ce qui concerne votre vision du champ politique guinéen en ce moment. Oui, le champ politique, bon, c'est vrai que tout ça nous observons de l'extérieur, mais vous savez aussi que les visions de l'extérieur ne sont pas toujours dénuées de, comment dirais-je, d'analyse pertinente. Eh bien, on est quand même un peu triste de voir qu'il y a tant de partis en lice dans notre pays. Nous sommes un pays de 9 millions et demi à 10 millions d'habitants, bientôt. Quand il y a tant de partis, on se demande à ce moment-là quelle est la philosophie de tous ceux qui se déclarent chefs de parti dans ce cas-là et que représentent réellement ces partis. C'est pour ça que, à vouloir quand même, les Guinéens vont toujours dans les extrêmes. C'est vrai que ceux qui ont lutté, les chefs des partis traditionnels qui ont lutté pour le multipartisme, c'est vrai qu'ils auraient dû encore plus lutter pour la limitation de ces partis-là. Parce que limiter des partis, ça ne veut pas dire qu'on veut de situation de monopole unique. Non. C'était tout simplement pour éviter des surenchères. Et je pense que quand on voit actuellement l'atomisation du champ politique en Guinée, tous les jours presque naît un nouveau parti qui, à mon avis, et c'est pas que mon seul avis, ne représente souvent rien du tout. Bien, je dis finalement que les gens n'ont pas d'idéal national. L'idéal national, ça serait de dire qu'un parti politique a une certaine vision de la société, par conséquent, un certain projet, comme on dit couramment, de société. Or, quand je lis les programmes, qui ne sont pas d'ailleurs toujours très très clairs, des partis politiques, je me rends compte que véritablement, on aurait pu réduire chez nous le nombre de partis à peut-être 4, 5, mais pas plus, et que tout le monde aurait pu trouver dans ce cadre-là à s'exprimer. Et ça aurait dérouté moins l'électeur. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que chacun voit en la Guinée, en l'État guinéen, une vache à traire. Ouais, et c'est pour ça que je disais là que des citoyens qui s'occuperaient de créer une petite entreprise artisanale rendraient infiniment plus de services au pays, parce qu'ils seraient source de création de richesses là, de PIB, et que de croire toujours qu'il faut traire la vache qu'est l'État, qu'est le bien public, la res publica, la chose publique. Eh bien non, il faut que cet esprit disparaisse. Or, il y a là, à mon avis, un esprit malsain. L'esprit malsain vient d'où? C'est tout simplement parce que en créant 100 partis, il y en a qui espèrent, parce que même quand vous créez 1000 partis, chacun aura toujours 1 ou 2 personnes qui vont voter pour eux. Alors donc, on espère qu'à ce moment-là,
on pourrait aller, les grands partis après, on pourrait aller les voir en disant qu'on est capable de réunir à eux 2 ou 3 villages et que par conséquent, sous-entendu, ça se monnaie, ça aussi. Mais c'est ça l'explication, à mon avis. C'est l'explication que je donne, moi, que c'est tout simplement personnel là. Ça n'a rien de national, ça n'a rien de collectif, ça n'a rien d'idéal patriotique, c'est tout simplement trouver une activité. Il n'y a pas, il faut que les Guinéens en viennent là, depuis les ministres jusqu'aux autres. Il n'y a pas que l'activité politique qui soit source de création de richesse. D'ailleurs, ça en distribue plutôt que ça n'en crée. Voilà. Et par conséquent, il faut qu'on se mette ça. Moi, je dirais que des jeunes Guinéens qui se mettraient, évidemment, à condition que aussi cet État qui est en train de se mettre en place leur donne les moyens, qui se mettraient à créer des petites entreprises artisanales, c'est-à-dire à commencer par lui, le créateur lui-même, 1 ou 2 personnes, bien d'abord donnerait du travail à des gens, contribuerait à la réelle création de richesses nationales, et au lieu de toujours viser à être au sommet de l'État, même à y être pour ne rien faire, parce qu'on a vu l'incompétence de nombre de nos compatriotes ministres, et quand je dis ministres, on se situe là déjà au niveau des ministres, d'hommes politiques qui décident normalement, eh bien, non, c'est pas là. On se demande quelquefois pourquoi tel ou tel est candidat à la présidence de la République. Il faut quand même donner du sérieux à cette fonction-là. Il faut pas vulgariser comme cela la magistrature suprême du pays. C'est la représentation du pays, et dans le pays, et à l'extérieur du pays. Et il faut que cela soit incarné par un homme ou une femme de capacité intellectuelle, capacité éthique, capacité morale, capacité physique. Eh bien, tout ça, ça s'incarne. Bon, mais or, on ne pense pas à ça. Ce à quoi on pense très très souvent, la plupart de ces candidats-là, c'est de se voir, d'ailleurs, bon, peut-être que j'exagère, beaucoup ne se voient tout de même pas. Je pense qu'ils restent quand même réalistes. Ils savent très bien qu'ils ne seront pas présidents de la République, mais c'est pour monnayer les quelques voix qu'ils vont avoir pour avoir un poste. Et un poste où? Dans l'administration. Et l'administration dans tous les pays du monde est le moins... c'est le secteur institutionnel le moins créateur de richesse nationale. L'administration ne fait que distribuer des salaires. Bon, le plus souvent. Bien sûr, la comptabilité nationale arrive à attribuer à l'administration en tant que telle une création de richesse par justement la redistribution de salaires ou des transferts sociaux, les allocations familiales, les soins médicaux, etc. Mais ça se situe à ce moment-là. Je dis que c'est au niveau de la comptabilité nationale. Mais il faut que les Guinéens en viennent à se dire qu'il faut qu'ils travaillent ailleurs. Tout le monde ne peut pas travailler dans le secteur public, mais tout le monde peut, avec ses compétences, arriver à créer une petite richesse à son niveau. Voilà, il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on démystifie l'administration. Il faut qu'on démystifie un rôle de ministre. Un rôle de ministre n'est pas du tout gratifiant. Moi, personnellement, ce que j'ai fait dans ma vie m'a beaucoup plus comblé en tant qu'individu que d'avoir été un ministre. Voilà, je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Il faut que des intellectuels, des cadres guinéens arrivent là, qu'ils peuvent s'épanouir dans autre chose que d'être tout le temps dans des ministères. D'ailleurs, être dans des ministères, c'est une charge effrayante, moralement. Il faut quand même, on a en charge des milliers et des millions de gens. Et les gens ne se disent pas ça. Ben oui, mais ça aussi, c'est un manque qu'il faudra combler par l'éducation de ceux qui écrivent, 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 de ceux qui sont enseignants, qui sont des formateurs, etc. Voilà, il faut qu'on en arrive là. Alors, donc, je trouve que ça manque. Alors, l'émiettement dont je parlais, c'est extraordinaire. Vraiment, l'herbier politique chez nous est extraordinaire. Ça ne représente rien. La plupart
plupart de ceux qui se proclament gaillardement chefs de parti, ils n'ont rien derrière très très souvent. D'ailleurs, il y a certains de nos compatriotes qui ont été jusqu'à dire que pour certains, on pouvait réunir le parti politique dans une cabine téléphonique. Bon, ce qui veut dire... Mais il faut que ces gens-là se regardent un peu dans le miroir, fassent leur introspection, l'examen de leur propre fond, pour se dire que, bon, mais ça, c'est pas pour eux. Par contre, ils peuvent s'épanouir dans un parti en tant que militant, en tant que candidat, en tant que plutôt animateur de section de parti, etc. Ils peuvent s'épanouir là. C'est ça qu'il faut qu'ils se disent. Et c'est ça que le gouvernement, le CNT aurait dû avoir le courage de limiter quand même. Et d'autorité là, je pense qu'ils auraient été suivis par beaucoup de Guinéens. D'autorité, la multiplicité des candidatures. Et je suis entièrement d'accord avec les forces vives qui disaient que c'était pour le pays, l'image du pays, une chose négative de vouloir présenter n'importe qui des candidatures individuelles. Non, il y a des partis politiques qui se sont préparés de longue date pour ça. Eh bien, laissons à ces partis-là un individu qui arrive, un indépendant qui arrive comme ça en disant, ben voilà, moi je suis beau, j'ai réussi dans le commerce, par conséquent je vais réussir au niveau de l'État. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. C'est un sacerdoce. Il faut que les Guinéens comprennent ça aussi, que faire de la politique, c'est une forme de sacerdoce. Ou en tout cas, il faudrait que des intellectuels guinéens arrivent à faire comprendre que se lancer dans la politique en tant que leader politique, cela suppose un engagement moral, un engagement physique, un engagement patriotique. Voilà ce qu'est le vrai leader politique. Il ne s'agit pas de se proclamer de façon farfelue, je suis président ou je suis créateur de tel ou tel parti. Quel parti? Qu'est-ce que cela représente? Voilà la réalité. Et c'est pour ça que le CNT aurait pu jouer là aussi pour quand même limiter cet émiettement-là, cette atomisation du champ politique chez nous. Ça ne crée que de la confusion, puisque de toutes les façons, mettons que quelqu'un, un farfelu d'un village, dit qu'il est candidat. Il est certain que dans ce village-là, il y aura 5 ou 6 personnes, ou ne serait-ce que sa famille, qui vont voter pour lui. Voilà ce que j'appelle l'atomisation, l'émiettement du champ politique. C'est pas une bonne chose. Ça ne conduit pas à la cohésion nationale. Ça ne conduit pas à quelque chose de constructif, mais de destructif. Si ces gens-là ont besoin de faire la politique, eh bien, il y a quand même actuellement en Guinée suffisamment. D'ailleurs, je vois, sincèrement, je ne vois que 4 à 5 partis politiques qui peuvent faire figure de parti national. On les a souvent critiqués en disant que c'était des partis ethniques. Moi, je n'ai jamais cru en cela, parce que, pourquoi je n'ai pas cru en cela? Un parti naît sur un terroir. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Un parti naît sur un terroir. Or, il est certain que dans ce cas-là, quand le parti naît sur un terroir, celui qui va créer ce parti, qui va en être l'animateur, est très souvent l'enfant du terroir. Et à ce moment-là, bien sûr, et ça dans tous les coins du monde, où que ce soit, pays en voie de développement ou pays développé, l'enfant du terroir passe avant les autres. C'est comme l'enfant de la famille passe avant les autres enfants du village. Par conséquent, c'est parti comme ça. Mais moi, je me suis dit que si nous avions la patience, oui, mais ça ne se mesure pas à l'échelle d'individus, de générations, mais ça peut venir. Que des partis naissant sur un point du territoire comme ça finiront d'une manière ou d'une autre si les dirigeants, les leaders politiques cultivent le sens national par s'étendre sur l'ensemble du territoire national, par avoir une certaine adhésion sur les différents points du territoire. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, on a trop appuyé, peut-être par la faute d'ailleurs de certains leaders politiques chez nous, qui ont donné visiblement cette impression, et c'est pour ça que l'ethnisation de la politique a été exacerbée chez nous, qui ont donné l'impression qu'ils voulaient conquérir le pouvoir national, mais en même temps
qu'ils étaient ceci ou ils étaient cela. Et donc, ils ont eu. Or, quand c'est comme ça, les habitants du terroir le perçoivent comme cela. Et c'était à eux. Et c'est ce qu'on peut reprocher. J'ai lu il n'y a pas longtemps, Fall disait que c'est les dirigeants politiques, les leaders politiques qui ont introduit l'ethnocentrisme en Guinée, mais je crois qu'ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort parce que c'était à eux de cultiver, de faire voir que la lutte pour laquelle ils se sont engagés, c'est une lutte nationale. C'est une lutte nationale, et cette lutte nationale, ça peut commencer en un point, mais surtout conseiller aux siens de bien voir les autres, de ne pas voir les autres Guinéens en ennemis, mais en frères, en compatriotes, en sœurs, etc. C'est comme ça. Et moi, je me suis dit qu'un parti naissant comme ça, mettons en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, que ces partis finiraient alors à ce moment-là sous la conjonction de l'État, donc de l'administration, des partis politiques elles-mêmes. Ces partis finiraient par irradier spatialement, géographiquement, sur d'autres espaces que le lieu de naissance. Et que ces irradiations-là, multipolaires, venant de plusieurs pôles, finiraient par créer des partis qui, finalement, auraient une certaine représentativité nationale. Je crois que c'est ce que les dirigeants auraient dû se dire. Il ne faut pas se contenter d'aligner quelques sœurs pour applaudir ou quelques frères pour applaudir tel ou tel candidat, mais que ce candidat doit chercher un consensus national. Un consensus national. Et c'est ça qu'il faut que nous cherchons. Or, moi je suis agréablement surpris d'une chose, malgré quand on lit les sites internet, quand on lit la presse, on se rend compte d'une chose, c'est que véritablement, et c'est ça le ferment d'avenir, les Guinéens ont envie d'union nationale. Les Guinéens, il est rare de voir, même si par ailleurs quelqu'un pouvait être ethnocentriste, entre guillemets, eh bien, il est rare de voir quelqu'un se proclamer comme tel. Les Guinéens ont envie d'union nationale, d'unité nationale, d'unité nationale. Par conséquent, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Nous sommes un pays qui est né maintenant il y a 50 ans en tant que tel, d'ailleurs, qui est né bien avant, parce que on se sentait guinéen avant même l'indépendance. Même sous la colonisation, ça avait commencé là. Quand j'allais jeune en Côte d'Ivoire, je disais je viens de Guinée, je suis guinéen. Quand je suis arrivé en France avant l'indépendance, je me considérais comme guinéen, pourtant c'était avant l'indépendance. Donc au fond, il ne faut pas ramener toujours aussi notre unité qu'après 1958 ou à partir de 1958. Les Guinéens sont Guinéens depuis, je pense, depuis que la colonisation nous a donné, à partir du nom des rivières du Sud, la colonie des rivières du Sud, on nous a donné par la suite le nom de colonie de la Guinée française. À partir, bon, le qualificatif a disparu avec l'évolution politique. Bon, mais on est resté quand même la Guinée. Nous d'abord, nous avons été un pays qui n'avons pas changé de nom, comme c'est arrivé aux Zaïre, Congo, Kinshasa, Zaïre, etc., etc. Non, on est resté la Guinée. Bon, le changement n'était pas nécessaire. Bon, nous sommes Guinéens, et nous sommes donc dans une barque. C'est ça que nous devons cultiver. C'est ça que nous devons cultiver. Et d'ailleurs, les compositions que nous avons, c'est des héritages du passé, de ce qu'on appelle les ethnies. Il ne faut pas les balayer d'un revers de main, c'est des réalités. Mais ces réalités-là, ça peut être une source de richesse pour l'ensemble de la Guinée. Il y a bien des endroits où bien des us et coutumes se ressemblent. Bon, mais il y a aussi d'autres endroits où il y a des différences. Mais ces différences-là, les différences peuvent constituer aussi des sources de richesse. Voilà, moi je dis qu'il faut absolument, pour les jeunes générations, qu'on en vienne là. Et je disais, ma satisfaction de constater, malgré qu'il y a souvent on s'attrape sur le net, puisque le net, c'est l'instrument par excellence de diffusion actuellement des idées. Il y a aussi, bien sûr, la presse papier. On s'attrape, mais c'est pas méchant ça. Il faut pas dramatiser. Les Guinéens ont toujours tendance à dramatiser les échanges vifs,
véhément qu'il peut y avoir entre les jeunes Guinéens. Quand on est jeune, on a le sang chaud, on est vif. Bon, il faut prendre, moi, quelqu'un de ma génération ne peut prendre tout ça que comme... ne dramatiserai pas tout ça. Ça, c'est la jeunesse qui fait ça. Mais je dis que ce qui par-dessus tout ça, ce que je trouve satisfaisant, ce que je trouve réconfortant pour l'avenir, c'est ce fait que même ces jeunes générations de Guinéens, jusque dans les abords de 50 ans ou 55, etc., eh bien, c'est qu'ils sont tous Guinéens. C'est ça, c'est ce qui ressort. Ils sont tous Guinéens. Ils recherchent, à tel point d'ailleurs qu'il y en a là-dedans qui s'effraient quand on parle d'ethnie. Vous voyez, ça existe aussi. Donc, au fond, c'est une petite minorité qui met toujours en avant ces problèmes ethniques. Ouais. Et moi, je dis que si on en parlait en termes de connaissance historique de notre pays, eh bien, c'est bon ça. C'est bon qu'on connaisse aussi l'histoire de son pays dans le détail, dans le local, dans l'infralocal. C'est bon. Ça permet que chacun connaîtra l'histoire de l'ensemble de la Guinée à travers les fragments d'histoire. Voilà. Et il faut pas... Or, on a cette tendance nationale. Je pense que c'est une toute petite minorité et qu'il ne faut pas pointer, il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas stigmatiser telle ou telle ethnie. Aucune ethnie n'a été à la source de nos malheurs, en particulier aucune ethnie. Nos malheurs, on l'a répété, mais je dis que la répétition dans le domaine où nous sommes, il faut la faire, il ne faut pas se fatiguer. Surtout ceux de ma génération ne doivent pas se fatiguer de répéter et de répéter toujours les mêmes choses. Il y a le fait qu'il y ait cette petite minorité, mais d'ailleurs, souvent je pense que c'est inconscient, parce que même cette petite minorité qu'on peut considérer comme, que les Guinéens peuvent considérer, certains Guinéens considérés comme ethnocentristes, je pense qu'ils ne le sont pas en réalité. C'est des instruments de défense qu'ils ont. Comme ils n'ont pas d'argument, eh bien c'est tout de suite les gros mots qui reviennent ou des mots désagréables vis-à-vis de l'adversaire, vis-à-vis de l'opposant. Mais en réalité, l'ensemble des Guinéens cherchent l'unité. Et cette unité, véritablement, c'est ce que nous prions Allah, nous prions le Seigneur que cette unité se renforce. Mais cette unité, pour qu'elle se renforce, je reviens au parti, il faut éviter l'émiettement du parti. Il faut éviter de voir en l'État une vache à traire. Il faut éviter cela. Il faut que les Guinéens aient les pieds sur terre. Il faut qu'ils évitent cette approche mysticiste du pouvoir. Et le pouvoir n'est pas mystique. C'est les gens qui rendent le pouvoir mystique. Surtout, je parle du mysticisme religieux là, et c'est ce qui se trouve chez nous. Et c'est pour ça que je trouve d'ailleurs que ce qui a été exagéré chez nous, pourtant, je suis un croyant. Je suis croyant, je le crois, oui, je n'ai pas besoin. On n'a pas besoin de crier qu'on est croyant d'ailleurs. Mais je le dis ici pour préciser des choses. Ce que je vais dire, c'est que je trouve que c'est dommage que chez nous, et ça ne peut être qu'un frein, de mêler à toute la marche de l'État, tout le rouage de l'État, tout le fonctionnement de l'État, les problèmes religieux. Les problèmes religieux, cela c'est entre l'individu et son créateur, et que on peut s'occuper de sa religion, de sa croyance, sans que cela soit entraîné. Or, ce qu'on a introduit en Guinée et qui fait partie maintenant d'une certaine culture, c'est ce fait qu'on mélange trop religion et politique laïque. Voyez une planisphère sur la Terre, une carte du monde. Vous allez voir que économiquement, socialement, les pays les plus en retard se situent dans les pays où on mêle très très souvent religion et gestion publique de l'État, gestion laïque de l'État. Il faudrait qu'on sorte un peu de là. Et ça, je constate avec tristesse que chaque fois, si d'ailleurs dans un pays, il faut que les Guinéens aussi se disent, il faut que j'insiste là-dessus. C'est pour ça que j'avais annoncé d'ailleurs
que j'étais croyant. Je ne suis pas mécréant en disant cela. Si dans un pays, les bénédictions et autres simagrées pouvaient changer l'état des choses, mais ça fait des décennies que la Guinée aurait été au firmament des nations aujourd'hui. La Guinée aurait été au firmament des nations parce que qu'est-ce qu'on a prié dans le cadre du PDG d'abord, des prières organisées. Chacun se rappelle de tout ça. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est ça qu'il faut se dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, dans des circonstances particulières, on peut invoquer la grâce du Seigneur, notre Créateur. On peut invoquer ça. Mais à tout propos, ça devient des marchands de soupe, des charlatans. Et ces charlatans-là font plus de mal l'avancée du pays qu'autre chose. Or, il ne faut pas oublier qu'un homme instruit, un homme qui est sorti du Moyen-Âge, peut être un homme meilleur croyant, un homme meilleur pour sa patrie, pour ses compatriotes, qu'un homme qui a continuellement des problèmes de survie quotidienne. Dans ces conditions-là, vous savez, cet homme-là peut être obligé même de mentir à quelqu'un pour lui faire plaisir, parce qu'il faut qu'il tende la sémille à ce quelqu'un-là pour pouvoir vivre. Tout ça, c'est tout ça que j'ai constaté qui ont été créés chez nous. Mais à des occasions, c'est vrai que des imams, des prêtres, des évêques peuvent prier pour la cause nationale. Ça peut arriver à des occasions, mais pas à toutes les occasions. Pas à toutes les occasions, des grandes ou des petites occasions. Or, en Guinée, c'est devenu un fait quasiment continu qu'on mêle religion et État laïque. Non, il faudrait qu'on sorte de cela, et cela ne va pas conduire les gens dans la perdition de leurs âmes. On peut être bon croyant dans sa religion, chrétienne ou musulmane, on peut être bon croyant, mais aussi on peut se détacher en ce qui concerne nos problèmes quotidiens sur Terre, on peut se détacher d'une croyance aveugle qui finalement conduit les gens à l'inaction. C'est ce qui se produit dans des pays qu'on constate actuellement. Or, quand les pays sont en retard, eh bien, je vous dis, il y a trop de malheureux, et la plupart de ces malheureux-là font semblant de croire en leur religion, alors qu'ils sont dépendants de ceux qui les font vivre. Voilà, tout ça, il faut que nous le disions sans acrimonie, sans violence, tout ça. Il faut que ça se soit dit. Il faut qu'on respecte chacun sa religion. Il faut que ceux qui sont croyants, qu'on les laisse pratiquer leur religion avec leur croyance, mais que cela ne soit pas l'organisation de l'État. Je crois que c'est l'avenir des pays qui veulent avancer. Et quand un pays avance, cela a des influx sur l'ensemble de sa population, et c'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons. Voilà. Bien. Alors, oui, pardon. Oui. Oui, donc on va venir au troisième point qui consiste les perspectives, et en même temps aussi, c'est vrai, vous voyez avec les partis politiques, parce qu'on voit que les partis politiques dans leur ensemble ne proposent pas de programme, on ne voit pas de programme concret. On est là, on fait la promotion d'un individu. Alors comment vous voyez, quelle est votre perspective Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi que juste ici, j'essaie de lire tous les jours le programme des partis politiques. C'est vrai que là, je suis effaré par la faiblesse de conception de ces partis. Et alors, dans ces conditions-là, quand on me parle de projets de société, je me dis, bon, mais on répète des formules, quoi. Moi, j'aurais vu des partis politiques chez nous, avec l'état actuel de la Guinée, des programmes d'élection, vraiment, des programmes les plus terre-à-terre possibles, les programmes qui appréhendent les besoins fondamentaux de la population. Et qu'entend-on par besoins fondamentaux? C'est les besoins d'alimentation, les besoins de soins primaires, les besoins d'éducation élémentaire, mais assez élargis, les besoins d'installation des équipements de base. Un parti qui se jetterait dans ça irait droit au cœur des gens. Les gens
moyens, qui sont les plus nombreux dans une nation, eh bien, comprendraient ce langage-là. Mais un projet de société, on va recopier des modèles, partout on va recopier des modèles planétaires de projets de société pratiquement, qui ne seront jamais appliqués par qui que ce soit, parce que d'abord on n'en a pas les moyens, et qui vont rester vœux pieux. Et donc, moi, je verrais des programmes extrêmement, j'ai dit, élémentaires, extrêmement simples, mais qui iraient droit, qui touchent donc aux besoins fondamentaux des gens, qui touchent leur quotidien, leur vie quotidienne, qui touchent leur famille, qui touchent leur sécurité, etc., les besoins sécuritaires, etc. Eh bien, ceux qui feraient ça, évidemment, ils sortiraient de l'ordinaire parce qu'ils feraient un programme qui apparaîtrait comme l'abécédaire de la politique, élémentaire de la politique, qui éviterait donc à ce moment-là la complication, la sophistication, oui, des programmes. Et cela me paraît être beaucoup plus juste, beaucoup plus compréhensible que de montrer dans un pays comme le nôtre des programmes du modèle planétaire, du modèle de ce qu'on peut trouver partout, en promettant monts et merveilles, la Lune, alors qu'on sait pertinemment qu'on ne va pas le réaliser. Voilà. Et ça, je pense que des partis peuvent le faire. C'est pour ça que je disais que 4 ou 5 partis, chacun pouvait y trouver, d'autant plus d'ailleurs que les programmes dont je parlais, quand vous les lisez, vous ne voyez pas de fondement idéologique totalement différents des uns des autres, les uns des autres. Alors, pourquoi cette multiplication? Je dis que la multiplication est antinationale, c'est égoïste, c'est pour faire parler de soi. Donc, il faut qu'on en vienne à des programmes réalistes, très très simples, en se mettant sans pudeur, en se mettant au niveau de la masse de nos populations. La masse de nos populations, je dis que la satisfaction des besoins fondamentaux dans tous les domaines, c'est ce qui concerne. On n'a pas besoin actuellement de lancer de très grands chantiers de travaux publics. On peut en entrevoir, on peut en annoncer d'ailleurs dans des programmes, mais sans que ce soit l'essentiel. Quand je parlais de programmes élémentaires, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de perspectives. Mais il ne faut pas faire croire que ces perspectives-là sont ce qu'on va réaliser demain. Non. Et il faut mettre l'accent sur... D'ailleurs, la preuve est qu'il fut un moment, les Guinéens ne parlaient que d'un binôme. Ce binôme était constitué par l'électricité et l'eau. Vous vous rendez compte? Les besoins élémentaires, les besoins nécessaires à la survie des hommes, électricité et eau. Or, on n'a même pas ça. Et je peux même dire que ceux qui vivent à l'état naturel chez nous, c'est-à-dire qui sont proches de l'extraction de matière de la nature, la rivière, la source, ils sont plus souvent à l'aise que dans les grandes villes où on a habitué les gens. Quand je suis arrivé au lycée à Conakry en octobre 1949, la ville était parfaitement éclairée depuis le crépuscule jusqu'à 6 heures du matin. Parce que, effectivement, ça serait un rôle majeur que le CNT aurait donc à jouer pour ce qui reste, c'était de définir les modalités donc d'élection, mais aussi d'autorité, et ça serait un acte, à mon avis, positif, d'éliminer les candidatures farfelues et d'éliminer, j'ajoute aussi, les candidatures indépendantes. Les partis politiques sont là, c'est des instruments. Cela existe dans toutes les grandes démocraties, parce que les indépendants, qu'est-ce qui va se passer? Certains de ces indépendants, mais je ne suis pas en train d'attaquer X ou Y. Vous verrez d'ailleurs que très très souvent dans mes écrits, je ne dis pas de non. Comme ça, j'ai ma liberté à ce moment-là de parole, je ne suis le militant de personne, et donc, mais je dis que un gros commerçant
qui a réussi dans le commerce, et cela existe en Guinée comme ailleurs, un gros commerçant, un homme d'affaires, peut à ce moment-là venir se jeter dans la politique parce qu'il a des moyens. Or, quand on a des moyens chez nous actuellement, telle qu'est la condition de l'ensemble des Guinéens, il peut dire qu'il est candidat parce qu'il sait qu'il va financer. Et financer ne veut pas dire que cet homme-là va faire. Nous ne sommes pas l'Amérique. Nous ne sommes pas les pays développés. Nous sommes encore un pays où il faut que les vrais candidats, ceux qui ont... Il ne suffit pas, et c'est ce qui arrive, il ne suffit pas de proclamer verbalement comme ça qu'on est sincère, qu'on entrevoit les choses, mais les réalités sont autre chose. Les réalités qu'un pays doit vivre. Un gouvernement n'est pas une chose facile, c'est pas une boutique, un gouvernement. Et par conséquent, il y a des gens qui se sont préparés pour ça. Des candidats indépendants qui ont réussi dans le commerce et l'industrie, bien tant mieux, ils ont réussi. Je leur dis bravo. Mais la politique actuellement, ou alors s'ils veulent faire de la politique, qu'ils se mettent dans les rouages d'un parti qui a quand même un certain entraînement de l'art de gouverner. Et cet art de gouverner, il ne faut pas le dénier à nos leaders. On les a souvent critiqués parce que ils étaient comme pris dans une espèce de glu par la dictature qui était en place. Le champ n'était pas facile. Ce sont ces leaders-là, c'est ce que nous avons, nous, Guinéens. Donc, il ne faut pas dire, on ne va pas chercher de nouveaux leaders au ciel, on ne va pas les chercher au nord, au sud, à l'est. On a ce qu'on a sur place et il faut faire avec cela. Et je pense qu'ils sont quand même les mieux préparés et qu'à ce moment-là, ces candidats indépendants, eh bien, ils seraient certainement, d'ailleurs, je ne vais pas répondre à la place des leaders de parti, mais ils seraient bienvenus dans des partis constitués. Il ne suffit pas comme ça de venir dire, moi j'ai de l'argent, alors à ce moment-là, il n'y a rien de plus. On n'est pas dans un système de plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement par l'argent. À ce moment-là, il faudrait éviter ça à un pays aussi délabré, aussi neuf que chez nous. Si on installait la politique à base de l'argent, alors là, tout ce qu'on a connu dans le passé comme défaillance, comme chute, comme plongeon, eh bien ça ne ferait que se prolonger. Parce que c'est deux choses qui n'ont jamais été totalement ensemble, sauf des pays déjà installés, des pays déjà développés. Et dans ces pays-là, on peut en Amérique être riche et se lancer dans la politique. Ce n'est pas bon c'est pas pour la Guinée, mais pour les pays en développement, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je souhaite que le CNT élimine les candidatures aussi bien farfelues que les candidatures indépendantes. Les candidatures indépendantes peuvent trouver et même y jouer un rôle dans les 4 ou les 5 partis qui existent, partis d'ailleurs qui n'ont pas d'idéologie totalement différente. Voilà, et il faudrait qu'on joue dans ce contexte-là. Il faudrait qu'on joue là si on veut véritablement sortir. Mais je ne vois pas un homme d'affaires, si opulent soit-il, venir redresser la Guinée comme par une baguette magique. Ça, je ne le crois pas du tout. Il faut qu'on sorte de là, même si le culte du veau d'or s'est développé beaucoup dans notre pays, le plus riche a droit à tout faire. Eh bien non, je dis non, il faut que ce soit des hommes formés. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui semblent bien en vue, qui sont actuellement dans la liste des candidats, mais qui n'ont pas montré par le passé qu'ils étaient des hommes qui n'ont joué que sur ce côté plutocratique, c'est-à-dire de l'argent. Et l'argent, jouer avec l'argent parmi les pauvres, des pauvres qui ressemblent très très souvent, dont la réunion ressemble très très souvent à des cours de miracles, eh bien, jouer avec l'argent par là, ça a quelque chose d'indécent et de malsain. Ça a quelque chose d'antipatriotique. C'est pour ça que je dis que le grand service que le CNT peut rendre, c'est d'éliminer tous les farfelus et tous les candidats indépendants. Il y a des structures qui existent et de limiter ces structures-là. Limiter les structures n'est pas
tuer la démocratie. Non, la démocratie n'est pas non plus aussi. Il faut qu'on se le dise chez nous. C'est pas la pagaille. On comprend toujours tout de travers chez nous. C'est pas la pagaille. Quand on a 4 ou 5 grands partis dans un pays comme la Guinée, eh bien, quand même, il y a des grands pays qui n'ont pas 5 partis, qui n'ont pas 4 partis. Bon, alors, il faudrait qu'on ait le courage de faire ces choses-là, de faire ce type de réforme. Et c'est ce qui reste à Mme Sira Diallo de donc prendre l'autorité là, de limiter les candidatures. Et là, donc, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui s'élèvent dans les forces vives en disant que c'est vrai, et ce sont eux d'ailleurs surtout les plus historiques parmi, c'est-à-dire le RPG, l'UFDG, qui est héritier donc héritière de l'UNR, oui c'est ça, et puis quel autre parti? Il y a aussi le parti de Sidia qui est donc d'une certaine durée maintenant et d'une certaine expérience, et puis peut-être à côté de ça il y a une ou deux, mais il y a d'autres aussi qui ont essayé et qui ne jouent que l'argent. Il faut que les Guinéens en arrivent, ils ont trop souffert. Le miroir aux alouettes que constitue l'argent, il faut que les Guinéens, c'est facile à dire, mais il faut que les Guinéens en sortent. Parce que de toutes les façons, ceux qui font miroiter des billets là, ces billets, c'est un temps, le temps des élections. Une fois les élections finies, on renvoie les gens à leur misère. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc, il ne faut pas, ceux qui ont montré des carences dans le gouvernement par le passé, il ne faut pas leur faire confiance. C'est pas par génération spontanée que ces gens-là vont devenir de meilleurs gouvernants. Voilà la réalité. La réalité, elle est là. Et il faut qu'on nettoie un peu. C'est vrai, une transition devrait aussi constituer à nettoyer un peu. Bon, quand je citais tout à l'heure, je dis les anciens, c'est pas parce qu'ils sont anciens, des nouveaux peuvent avoir des idées. Mais alors ces nouveaux-là, ces nouveaux qui viennent d'arriver dans les créations de partis, bien, ils n'ont qu'à s'insérer dans d'autres grands partis et amener leurs idées là. Et là, ils pourraient jouer. Et on sera obligé de leur faire jouer des rôles. Mais surtout ce qu'on a vu à l'œuvre. Ce qu'on a vu à l'œuvre, on cite un certain nombre de personnes. Voilà. Il faudrait absolument que ça vienne, et je répète que je suis d'accord avec les forces vives là, que on s'autodiscipline là, on limite. Et puis enfin, je disais que à propos donc, je reviens en arrière, puisqu'on a dit que c'est une causerie à bâton rompu, en disant que, je trouve que le gouvernement de la transition qui doit donc déboucher sur la période, je disais que on ne pouvait pas accepter que ce gouvernement jette des actes de longue durée, mais fasse des choses comme par exemple ce que Jean-Marie Doré a initié, par exemple le séminaire pour une meilleure efficacité de son gouvernement, mais ça c'est de bonnes choses, il ne faut pas que ça reste des paroles, mais tous ces aspects-là peuvent être repris par la suite et c'est nécessaire, mais donc voilà, moi je trouve que c'est ce que nous devons pour aller vers une certaine République de Guinée qui se dégage de la gangue qu'a constitué tout son passé philosophique, politique et moral. Pour sortir de cette gangue, il faudrait quand même qu'on limite. Il ne faut pas entraîner tout le monde dans la danse. Quand d'ailleurs vous avez remarqué, puisque je parle de danse, sur une piste, quand il y a trop de danseurs, eh bien, les meilleurs danseurs n'arrivent plus à danser convenablement. Ils n'arrivent plus à faire les pas justes parce qu'il y a trop de monde. On se gêne. Eh bien, cette image-là, on peut transposer au plan politique. Il faudrait qu'on éclaircisse la situation, qu'on laisse donc des acteurs. Et puis, à propos donc même de ces acteurs-là, j'ai parlé du RPG, de l'UFDG, de l'UFR, j'ai parlé puis d'autres. Eh bien, je
dis que ces partis-là, la limitation dont je parlais, non, je crois que dans notre pays, il n'y a pas d'homme politique vieux. L'homme politique vieux, chez nous, ça aurait pu être, bon, si certains étaient dans les capes des octogénaires, s'il y avait des octogénaires. Il n'y a pas d'octogénaires, ils ont tous l'air, quand on les voit, de présenter une certaine santé. Par conséquent, ne parlez pas de vieux, là. Voilà, et donc, ce choix qui concerne l'âge, on pourrait la fixer par la suite dans les constitutions, mais pour ce qui concerne ce démarrage, je crois qu'il faudrait éliminer ces aspects d'âge, et je dis que pour ma part, je ne vois pas, et pourtant je ne suis pas octogénaire encore, il ne faudrait pas fixer des âges. Il y a des gens qui se sont battus longuement, il faut leur donner la chance de servir la Guinée. Et servir la Guinée, tout ce que j'ai cité là, ils ont l'air tous, je ne suis pas médecin, mais ils ont l'air tous de se porter bien. Et donc, il faut qu'on parte de là. Il faut éviter, ça serait de la mesquinerie de vouloir introduire la notion d'âge. Ils sont tous intellectuellement capables, je crois encore. Ils sont tous, on les voit aller de droite à gauche. Ça suppose une certaine santé. Par conséquent, il faudrait qu'on mette ça aux oubliettes. Mais que par la suite, on dise que bon, mais à partir dans la Constitution, par exemple, ou dans des textes réglementaires, etc., des additifs, etc., qu'on dise que à partir de 80 ans, on ne peut plus être candidat. Oui, d'accord, mais avec l'évolution de la médecine actuelle, eh bien, moi je dis que les gens peuvent aller loin. Et l'expérience de la vie, ces gens-là aussi ont l'expérience de la vie, l'expérience de la politique, l'expérience des hommes, l'expérience des relations humaines. Tout ça, ça compte dans la gestion d'un pays. Alors c'est pour ça que, de grâce, il faut éviter ceux qui s'attardent sur des aspects mineurs comme ça. Il faut éviter cela. Alors, les perspectives après, je pense que ces perspectives, j'en ai dit un mot en disant qu'il ne faut pas que le gouvernement transitoire, plutôt le gouvernement, pour que la période transitoire dans son ensemble fasse des actions de longue durée, mais des actions conjoncturelles solides. Et cela se voit bien. Je suis économiste de formation. Quand il y a une bonne conjoncture soutenue, eh bien cela conduit à des structures solides et soutenues aussi. Voilà. Voilà, donc pour Ousmane Doré, merci beaucoup pour cette fois-ci. Et donc la semaine prochaine, nous choisirons notre sujet qu'on va aborder ici à la radio Topo Gérard. D'accord, Paul, mais j'ajoute que bon, c'était une causerie à bâton rompu. Oui. Et dans ce genre de causerie, je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut éviter d'être trop académique. Voilà. Voilà, donc, mais je suis disponible en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on a. Je suis disponible. Voilà, c'est ce qu'on apprécie ici à la radio Topo Gérard, justement, nous permettre de discuter entre nous, se comprendre, poser des questions et sans rentrer en structure. En tout cas, la structure nous convient beaucoup, on apprécie beaucoup à la radio. D'accord. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. Donc à la prochaine fois, Paul. Ok, merci beaucoup.